il faut parfois être tolérant vis-à-vis des autres quand on voit leurs réactions. Parce que pour nous, par exemple, on va peut-être dire quelque chose qui peut paraître anodin et simple, et quelqu'un en face va avoir une réaction peut-être vive. Et en fait, ça va être beaucoup lié à son apprentissage personnel, à ses conditionnements. Oui, 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 exact. Bah, d'ailleurs, j'ai eu ça récemment, tiens, pour parler de ce cas de figure. C'est qu'en fait, j'ai vécu... je fais des posts, tu sais, pour tester un petit peu des fois le, le comportement, les réactions des gens, en fait, en story ou voilà, dans mes publications Instagram. Et là, bah, j'ai toujours quand j'ai une réaction, c'est sensiblement toujours les mêmes. Et là, notamment, bah, c'était une sur réaction. C'est là que j'ai dû répondre à cette personne sans l'insulter ou quoi que ce soit, dans le respect des grands-parents. Et en lui répondant, je me suis dit, mais en fait, cette personne surréagit parce qu'elle est sensible à ce propos qui, pour moi, n'est pas insultant, mais j'ai une façon de dire les choses, il est vrai, qui peuvent être heurtantes parfois. Tu me l'as toi-même remonté. C'est que tu as une manière bien à toi de t'exprimer, et puis voilà, les gens sont plus ou moins sensibles au sujet que tu évoques. Oui, et c'est pas pour autant que je manque de respect aux gens quand je parle ou que je fais mes vidéos. Hein. Ouais, mais voilà, tu as une façon très directe d'amener les choses, et parfois ça peut être heurtant pour certains. C'est ça qu'il faut réussir à comprendre et rester tolérant vis-à-vis de ça. Oui, oui, je comprends maintenant pourquoi tu parlais de tolérance. Et t'as raison, t'as raison. Je suis moi-même confronté à l'inverse, et je trouve que les gens manquent cruellement de tolérance, à, tu vois, à mon égard. Ouais. Et du coup, moi-même, il faut que voilà, je fasse preuve de tolérance, et j'en fais à l'égard des réactions et des surréactions qui sont parfois disproportionnées, je dois l'avouer, que j'ai en réponse à mes stories ou mes reels ou mes publications sur Internet. En tout cas, je te remercie de m'avoir de m'avoir ramené ces infos. Et du coup, voilà, je trouvais ça très malin la façon dont le parallèle que tu faisais par rapport au chien. Par rapport au chien, oui. C'est ça, le chien, finalement, il arrive dans le foyer, il est encore tout, il est neuf, j'ai envie de dire. Ouais. Il est neuf, il n'a pas été formaté ou formé, et formé les deux en fait par la main de l'homme. Et en fait, dès qu'on commence à vouloir instruire et mettre du dressage là-dedans, on crée un conditionnement chez l'animal. Je prenais l'exemple tout simple de pour s'amuser, on a envie d'apprendre au chien à donner la patte, mais en fait, lui, il va enregistrer que s'il veut telle friandise, il faut qu'il ait ce type de comportement. Par exemple. Par exemple. Ouais, et c'est valable chez l'humain. Donc c'est valable chez l'humain comme chez le chien. Mais bien sûr, c'est ça qu'on se rend pas compte, c'est que nous-mêmes, on est conditionnés dès notre plus jeune âge, et ça commence à l'école, malheureusement. Et là, peut-être certains vont me dire, c'est grave ce que tu dis, ou vont pas apprécier que j'ose dire ça, mais moi je l'ai... En tant qu'adulte, j'ai eu ce recul-là sur mon propre vécu, de me rendre compte que c'est ça que j'avais vécu à l'école, c'est finalement du conditionnement, simplement rien qu'en nous apprenant en fait à rester assis toute la journée, à écouter, à être sage, à se tenir droit, à pas répondre au professeur, à être l'élève modèle parfait. C'est déjà un conditionnement qu'on induit chez nous pour nous préparer à notre future vie d'adulte, à être une fois de plus des bons employés qui sont assidus dans leur travail, qui ne se rebellent pas, qui appliquent et qui vont pouvoir rester des heures et des heures assis derrière un bureau alors qu'il fait beau dehors et que naturellement on n'a qu'une seule envie, c'est de profiter du soleil, profiter de l'air, profiter du chant des oiseaux. Et en fait non, on induit ça chez nous. C'est vrai qu'il fait beau dehors. Et il fait chaud même. Du coup, toi tu disais, par rapport au conditionnement là, que tu viens d'évoquer, que tu sais pas si tu as le droit de dire ça, même là, tu vois, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est pas un conditionnement chez toi de te poser la question, mais est-ce que j'ai le droit de dire ça? Peut-être qu'on va me regarder de travers, peut-être qu'on va mal me juger, mais qui va mal te juger? En fait, je sais que j'ai le droit de le dire, c'est simplement que je ne sais pas comment le message va être perçu, reçu et compris. Mais ça, c'est pas ton affaire. Mais c'est ça, c'est qu'après ça va dépendre du conditionnement de la personne qui regarde. De leur conditionnement à eux. Toi, tu fais que délivrer une information qui est noble, qui est la tienne, qui est certes basée sur ton vécu, ton expérience et tes aléas de vie qui t'ont forgé le caractère que tu as maintenant. Mais la réception, ça appartient à celui qui reçoit. Ouais. Toi, tu as juste émis
tu es une émettrice. Tu émets une info, un signal, un son, et après, évidemment, toi, tu es toujours dans le respect, et ça, c'est tout à ton honneur. Tu es toujours dans le respect profond et évident des éventuels êtres humains à qui tu t'adresses, mais leur réaction, leur surréaction, leur mauvaise réaction ne dépend pas de toi. Oui, ça leur appartient. Ça leur appartient. Ça leur appartient à eux par rapport à leur conditionnement de base, évidemment. Et donc, ça, c'est un truc que je sais bien que c'est difficile à dire parce que les gens ils sont toujours un peu réfractaires à ce genre de nouveaux propos ou anciens propos, ça dépend à quelle époque ils sont rentrés. Mais en fait, c'est juste, faut l'accepter, quoi. Faut juste l'admettre, en fait. C'est surtout qu'on peut facilement entendre oui, t'exagères quand même, tu caricatures, c'est un peu oui, c'est exagéré tes propos, mais en fait, moi, à mon sens, c'est pas exagéré, c'est juste que j'ai pris suffisamment de recul sur ce que j'ai vécu pour pouvoir me permettre de dire ça aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a X années en arrière, j'avais pas du tout ce discours-là. Bah oui, complètement. Complètement. Mais du coup, je suis embêté de voir, enfin après, je suis embêté, c'est une façon de parler, hein. Je sais bien que c'est pas mon problème, mais il y a tellement, tellement, tellement de gens qui manquent de preuves, qui savent plus faire preuve de ce discernement-là, qui est pour moi essentiel pour pouvoir composer avec les autres de manière assez sereine en société. Parce qu'on est obligé de composer en société. Et pour ça, il faut réussir à faire preuve de discernement, sinon on s'empoisonne en fait. Ouais. On s'empoisonne avec les multiples comment dire, différenciations dans lesquelles on doit rentrer pour pouvoir se comprendre. Enfin, j'ai mal fait ma phrase, mais globalement, je pense que j'espère m'être fait comprendre. Ouais. Mais tu vois, ça me fait rebondir sur ce que tu dis, c'est pareil, ça c'est un autre conditionnement, le fait de... Tu parlais de faire preuve de discernement, en fait on nous a aussi appris à ne pas nous poser de questions. Et cette capacité-là à pouvoir s'interroger, c'est pas quelque chose qu'on fait naturellement, parce que ce qu'on t'apprend une fois de plus à l'école, pour moi ça part beaucoup de choses partent de là, c'est quand même à apprendre ta leçon par cœur sans te poser la question, est-ce que la leçon qu'on est en train de t'enseigner, elle est véritable, elle est véridique, elle est prouvée, sur quoi ça s'appuie. Voilà, on remet jamais en question l'autorité finalement. Et non pas pour dire que l'autorité a toujours tort, mais simplement le fait de s'autoriser à se poser des questions, et puis peut-être soi-même à se dire, attends, mais là, je suis pas convaincue, j'ai bien envie d'aller chercher l'information un petit peu plus loin, voir d'où ça vient, et est-ce que c'est savoir si c'est véritable ou pas, sur quoi ça s'appuie, sur comment c'est étayé, etc. Bon, c'est surtout qu'on nous a enseigné, je voyais autrement en fait, hein, par rapport à ce que tu as dit au départ. On nous a surtout enseigné à nous poser des questions, mais qui ne sont pas les bonnes. Ouais. Elles ne sont pas utiles, quoi. Je veux dire, on se pose des questions, on a appris, c'est le conditionnement de l'être humain, comme tu disais, par l'éducation, l'école, tout ça. On a appris à se poser des questions, ou même poser des questions, qui ne sont pas légitimes, à mon sens. Après, peut-être qu'il y en a plus légitimes que d'autres. Mais voilà, la question que tout bêtement l'enfant pose à ses parents avant d'être formaté par l'école, c'est plus logique limite, tu vois. Papa, enfin, c'est un exemple que je connais pas parce que moi je n'étais pas poseur de questions non plus, mais pourquoi tu mets ça dedans, par exemple? C'est intéressant, parce que le gars il s'intéresse vraiment à un effet, une subtilité mécanique qu'il ne comprend pas encore et il attend d'avoir l'explication de son papa pour pouvoir composer au mieux avec ce contexte-là. Et ça c'est utile, mais ça c'est l'enfant, il pose vraiment des questions utiles, je trouve légitimes, avant de se faire machiner par l'industrie de l'éducation. Oui. Voilà. Après, par l'industrie de l'éducation, il apprend à poser d'autres formes de questions. C'est intéressant peut-être. Peut-être, je sais pas, hein. Moi je j'ai pas été très longtemps à l'école, mais c'est intéressant. Mais je sais pas si c'est vraiment plus pertinent que ce qui nous vient naturellement à l'état sauvage, j'allais dire. Oui, puis ce qui est intéressant en fait de ces questionnements-là, c'est que souvent ils sont suivis d'une mise en pratique, d'une expérimentation. Donc du coup, ça permet vraiment d'ancrer cet apprentissage-là. Alors que parfois, on essaie de nous enseigner des choses, mais ça reste purement théorique. Et il n'y a pas la compréhension qui se transmet à travers l'expérience du corps, l'expérience de la matière, l'expérience physique en elle-même. Ouais. Mais ça c'est... On est complètement décorrélés en fait. C'est comme si on nous avait séparés entre le côté physique et le côté mental.
Alors que c'est un tout. C'est ça. Mais toi, qu'est-ce que tu aurais rajouté? Parce que là, tu me fais référence à ça, mais c'est parce que tu parles de ton expérience personnelle, quelque part, d'une certaine façon. Oui, d'une certaine façon. C'est les compréhensions que j'ai eues, moi, de ma propre expérience de l'école, même si j'ai aimé l'école ou j'ai cru l'aimer, en fait. Mais Ah oui, tu m'avais raconté, oui. c'est ça. Oui, oui, ton rapport au fait de ramener les bonnes notes, et pourquoi tu le faisais, et dans quel but, enfin, C'est ça, finalement... c'est que ça appartient au vécu de chacun, mais les raisons qui alimentent ça, elles sont très personnelles. Mais dans mon cas, c'était que j'avais un tel amour pour mes parents que j'avais envie de faire bien, j'avais envie de leur faire plaisir. Et puis pour moi, c'était important finalement de correspondre à l'image qu'on attendait de moi quelque part. Donc je le faisais naturellement parce que quand on est enfant, finalement, on se pose pas, on n'a pas tous ces questionnements encore qui viennent parce qu'on fait, on agit et on suit un petit peu le mouvement dans lequel on a été, comment dire, Bercé, posé, lâché. ouais, lâché exactement. Mais voilà, et puis après j'ai eu d'autres expériences qui m'ont montré que là il y avait des soucis quand même dans le système éducationnel. Je me rappelle, à l'école, j'étais en seconde, donc j'étais un petit peu plus grande, et on apprenait quelque chose, c'était les vecteurs. En mathématiques, j'ai toujours aimé les maths, et là, je me suis mis à reposer la question, mais madame, mais en fait, parce que je ne comprenais pas ce concept-là, et je disais, mais à quoi est-ce que ça sert? J'avais besoin justement de faire le rapprochement entre la théorie et la mise en pratique dans la vie réelle. Et on m'a clairement répondu que j'avais pas besoin de me poser cette question-là, et qu'il fallait juste que je comprenne la leçon et que j'applique ça dans les exercices à mettre en œuvre. Mais sauf que moi, j'étais incapable de mettre en application ce que j'apprenais dans les exercices parce que je comprenais pas l'utilité. Et tu avais besoin de comprendre l'utilité de l'exercice, la finalité. La finalité, de savoir à quoi ça te servirait dans la vie, ça me servirait réellement, ou qu'on me montre des exemples concrets, même si ça allait pas me servir moi, mais des exemples concrets de, je sais pas, de mise en application dans divers métiers. Et en fait, c'était très drôle parce que finalement, c'est quelque chose que moi, dans mon métier de la mode, j'ai dû utiliser, mais quotidiennement. Finalement, les vecteurs, c'est une des choses que j'ai le plus utilisées. Ah, donc finalement, c'était utile. Donc finalement, c'était quelque chose qui était utile, mais sauf qu'à l'époque, au moment où je l'apprenais, je comprenais pas l'utilité. Et j'arrivais pas à le mettre en pratique. Sauf que le jour où j'en ai eu besoin dans mon métier, naturellement, je l'ai appris d'une façon très simple, et j'ai compris l'utilité juste en le faisant, juste via l'expérimentation. Et parfois, on essaie de nous inculquer des choses qui, en réalité, peuvent avoir une utilité. Mais sauf que il y a aussi, je pense, une question de temporalité qui est très individuelle. On veut tous nous faire rentrer dans le même moule, il faut qu'on apprenne les mêmes choses aux mêmes périodes de nos vies. Il y en a qui, la lecture c'est à 7 ans, l'écriture c'est à tel âge, etc. etc. Mais sauf qu'en fait, on est tous des individus différents, uniques. Et je crois que c'est ça aussi que j'ai appris, c'est de me rendre compte que il fallait revenir à l'individu, revenir aux besoins individuels, et pas essayer de nous faire rentrer dans un moule et de nous formater. Mais t'as totalement raison, et c'est super, j'adore cette démonstration que tu as fait, parce que du coup on se fait les images au travers de ce que nous-mêmes, indépendamment, on a appris, parce que par exemple les maths, alors moi j'étais très bon en maths au départ, puis finalement après je l'étais plus, mais parce que j'arrêtais je me sentais plus en adéquation avec le système éducatif, donc je faisais rien. Ouais. Mais a posteriori, aujourd'hui, alors que les maths m'ont jamais intéressé, hein, les chiffres m'intéressent pas, d'autant plus que j'ai des problèmes de concentration avec tout ce qui est tableau, chiffres. Ouais. Mets-moi des chiffres dans un tableau Excel, tu peux être sûr que je vois flou. Mais c'est vrai que maintenant, je me dis, certes, j'étais pas bon en maths, mais par contre, je sais super bien compter. Ouais. Et je suis très très bon en calcul. C'est vrai que tu es très doué. Ouais. Je suis très très bon en calcul. Mais sans avoir besoin de machine, parce que je ne sais pas utiliser la calculatrice par exemple, je ne sais pas utiliser les vecteurs, tout ça, je ne sais pas, même s'il y a des boutons pour, je ne sais pas faire. Je ne comprends pas l'utilité à mon niveau à moi. Par contre, oui, j'admets que le fait de savoir compter, aujourd'hui, c'est bien, c'est pratique. Parce que du coup, j'en ai développé une force. Enfin, je suis bon en calcul, quoi, simple. Mais sans doute que tu es bon en calcul parce que tu en as eu besoin à un moment donné dans ta vie. Et que tu as développé cette capacité parce qu'elle était utile pour toi. J'ai développé cette surcapacité, même je te dirais, parce qu'elle était plus qu'utile pour moi. En fait, je vais te faire une confidence, c'est que quand je suis tombé malade, j'ai tout perdu. Tout perdu. J'ai perdu tout, j'ai vendu. Certes,
j'habitais chez mes parents à ce moment-là. Mais j'avais déjà acheté une voiture à crédit, j'avais déjà acheté plein de choses. Et du coup, j'ai dû tout revendre. Et je vivais avec plus rien. Ouais. Et donc, je devais faire des économies de bout de chandelle partout. Et du coup, bah, tout était calculé. Tout au millimètre, virgule, au centime était calculé. Sans besoin de calculatrice toujours, hein, mais je devais tout calculer. Ce que j'achetais, ce que je mangeais, ce que je mangeais pas, ce que je buvais pas. Pourtant, je vivais chez mes parents à ce moment-là, mais eux n'étaient pas au courant de ce qui m'arrivait. Et je voulais pas On s'apitoie sur ton sort. Non, c'est même pas ça, parce que je ne suis même pas sûr de l'apitoiement possible de leur part. Mais je ne voulais pas avoir cet impact sur eux. C'est-à-dire, peu importe leur façon de réagir à ce moment-là, hein, je ne connais pas leur réaction, parce que voilà, mais je ne veux pas avoir d'impact sur leurs calculs à eux, parce qu'ils n'avaient pas non plus de gros moyens financiers. Voilà. Donc oui, je me suis efforcé de développer cette surcompétence de calcul. Bien que je sois incapable de regarder des chiffres dans un tableau Excel, je te rappelle. Hein. Mais je suis doué en calcul. Mais c'est drôle parce que finalement, c'est une capacité que tu as mis en pratique partout dans ta vie. Parce que simplement pour te déplacer, tu es déjà en train de calculer combien de mètres tu vas pouvoir marcher. Sur quelle distance, en fait, tu vas pouvoir marcher. Tu calcules, quand tu vas te garer, tu essaies de... En fait, tu as une capacité d'anticipation qui est dans tous les domaines, à tous les niveaux, et c'est déjà une forme de calcul finalement. Oui, en fait, tu as raison. C'est vrai que une fois que je t'ai fait chier avec ça, je me souviens, on était au centre commercial. Je t'ai dit, attends, j'ai dû cartographier l'intégralité du centre commercial pour savoir dans quelle direction on va partir, dans quelle aile du centre on va partir, et combien de pas il me restait à faire, à effectuer. En fonction de mon énergie du moment, de ma capacité à surmonter l'après. Et je t'avais tout expliqué. Je me souviens, on était à une table de café et je me suis dit, la pauvre, je suis en train de l'emmerder avec un truc qui va la dépasser, mais parce que moi, j'ai pas le choix. Moi, c'est mes fonctions, je les ai établies comme ça. C'est vrai que quand je rentre dans un centre commercial ou dans un lieu public, je suis obligé de calculer la taille, la vitesse, le vent, l'inclinaison. L'inclinaison du sol est importante aussi pour moi. Ouais. Ça paraît anodin, comme ça, pour vous, pour qui avez toutes vos capacités motrices. Mais moi, je suis obligé de redoubler de vigilance sur les aspérités, les reliefs, l'inclinaison, et si le sol est glissant ou pas, par exemple. S'il y a du monde qui risque de me bousculer ou pas. Donc je calcule le nombre de personnes que je vois dans un sens puis dans un autre dans les allées. Oui, c'est vrai, je fais attention à tout ça. Donc oui, carrément, je ne m'attendais pas à ce que tu relèves ce point, mais c'est... oui, c'est évident. Ouais, c'est une capacité que tu as dû et que tu as su développer. J'avais pas le choix. T'avais pas le choix, ouais. Pour ma survie sociale, c'est terrible ce que je te dis là, parce qu'aujourd'hui, je suis pas vraiment très attaché à ça. Mais pour ma survie sociale de l'époque, je me suis fait violence dans des sens et dans des mesures irrationnelles, peu importe maintenant, hein, je réfléchis ça comme ça, mais pour pouvoir continuer à avoir un semblant de vie sociale malgré mon état. Et donc j'ai fait des calculs absurdes. Hein. Certes, ils étaient absurdes, je suis devenu bon, mais voilà, tant mieux, maintenant j'ai composé mon cerveau comme ça, donc maintenant je suis bon en calcul, c'est tout. C'est ça que ça m'aura apporté finalement. C'est devenu des automatismes. Voilà, c'est ça que ça m'aura apporté. Ouais. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu aurais, par rapport à cette notion de ce qu'on a appris à l'école et les vecteurs qui t'ont été utiles, tout ça, tu aurais quelque chose à rajouter ou on a déjà fait le tour? Non, là comme ça, je vois pas d'autre chose, même s'il y a tellement à dire avec l'école et au conditionnement, en fait, c'est tellement ancré dans nos vies, on est tellement... puis en plus, on est tellement coincé là-dedans qu'on se rend même pas compte qu'on est imprégné de ça. Mais j'ai pas de choses en particulier qui me viennent, mais voilà, simplement... Parfois, c'est bon de pouvoir prendre un petit peu de temps pour soi et de prendre du recul sur soi-même, sur sa propre vie. Parce qu'on est tellement dans une vie frénétique qui va dans tous les sens, où on n'a plus une seconde à nous, où il faut être dans l'ultra-performance, il faut être chef d'orchestre de sa vie, en fait, j'ai envie de dire. Faut être maman, faut être papa, faut être agent commercial, voilà, faut être le meilleur dans son... j'ai pris un métier au hasard, mais faut être le meilleur dans son métier, faut être un bon ami, faut être un bon mari, voilà, on est tellement multicasquette, il faut être tellement bon partout
Et voilà, il y a cette exigence envers nous-mêmes et sociétale qui fait qu'on n'a plus le temps de prendre du recul sur nos propres vies et de se rendre compte à quel point toutes ces attentes elles sont conditionnées et à quel point on s'autorise même plus à simplement vivre. Et est-ce que, je vais casser l'ambiance, mais est-ce qu'il serait peut-être pas plus simple de se dire prenons le temps? Bah si, Tu vois, prenons le temps de ralentir, prenons le temps de ralentir, de s'extraire de cette nébuleuse que tu viens de décrire, qui est le système dans lequel nous vivons, parce que tout le monde vit dans le brouillard maintenant, tout le monde vit dans le brouillard de toutes ces actions qu'il mène ici et là, à vitesse, je sais même pas quelle vitesse c'est même pas calculable, parce que aujourd'hui tout le monde, tu le dis très bien, tout le monde est envahi voilà, par comment dire, cette frénésie de devoir faire tellement de choses, et puis t'as pas fini d'en faire une, qu'il y en a déjà une autre qui arrive. Enfin, en plus, on est dans un pays extraordinaire pour ça. Moi-même, tu vois, je fais une parenthèse, je suis en situation de handicap. Souvent, les gens pensent que ah, c'est bien, t'es tranquille. Non. Ouais, t'as le temps pour toi, on va non, dire. non. Être en situation de handicap, c'est une entreprise à part entière. C'est vraiment, oui, en France. C'est vraiment une entreprise à part entière. On a l'impression que c'est simple, mais parce qu'on a un système qui nous aide. Oui, il y a le système social français aide. Dans quelle mesure? Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est très complexe, mais il y a aussi le revers de la connerie, c'est que tu as vraiment une entreprise à toi tout seul. Juste parce que tu as une maladie et un handicap qui découle de cette maladie. Juste, tu mets ces deux facteurs-là dans la vie d'un homme, il n'a pas beaucoup de temps pour lui, en dehors des moments où il respire. Oui. En réalité, c'est très complexe. Mais même si, voilà, après, Oui, on pourra toujours me casser du sucre sur le dos parce que je viens de dire un truc qui pourrait être ah, mais non, mais tu sais, dans tel pays, si tu savais, je sais pas. Moi, je vous parle de ce que je connais ici et du regard qu'on a là-dessus. Le problème, c'est que quand tu es en situation de handicap, tu es déjà très fatigué pour la plupart et le peu d'énergie qui te reste à vivre, en fait, il t'est volé dans l'administratif. Ouais. Aujourd'hui. Dans le médical, l'administratif. Regarde, moi, j'ai toujours un rendez-vous. Tu vois, je suis obligé de penser à tous les rendez-vous qui s'accumulent parce que j'ai tel truc, tel machin, telle anomalie, tel truc à vérifier, tel truc à contrôler. Le machin, le permis de conduire, le matériel là, le fauteuil roulant que je dois renouveler. C'est terrible parce que ah oui, t'as une carte de stationnement, tu peux te garer où tu veux. Des années de torture intellectuelle pour l'obtenir, et même quand tu l'obtiens, t'es toujours torturé intellectuellement à cause malheureusement du regard que les gens portent sur toi quand tu vas t'installer sur ce genre de place, parce que pour le coup là t'en as vraiment besoin. Ouais. Donc c'est très très compliqué de vivre avec toutes ces surcharges mentales permanentes, dans cette frénésie nauséabonde et cette nébuleuse sans fin. C'est pour ça que je dis, et si on décidait de prendre le temps, de ralentir? Voilà. C'est ce que tu proposes d'ailleurs. C'est ce que je propose et c'est ce que j'ai expérimenté et se dire que, en fait, ce que j'ai expérimenté, c'est de se dire qu'il y a une vie en dehors du monde du travail, en dehors du monde dans lequel on nous a matrixés quelque part. Ah, tu utilises ce terme toi aussi? Ouais, c'est la première fois que je l'utilise en fait, mais je trouvais pas de terme plus éloquent. Plus matrixant? Non, mais même si je sais pas si c'est le meilleur des termes à utiliser, mais c'est ça, c'est... il y aura une audience qui va écouter ce mot et qui va se sentir concernée en tout cas. Mais c'est vrai que c'est ça, c'est de se dire, on croit que nos vies elles sont définies par notre position sociale, par le métier qu'on a, par le fait d'être parent ou pas. Voilà, et en fait non, on est des êtres vivants et on a une vie qui va bien au-delà de tout ça. On a une vie qui va bien au-delà de tout ça avant tout, oui. Et pouvoir vivre ça, pouvoir vivre une vie un petit peu presque en dehors du temps, presque extraite, en tout cas s'autoriser des moments comme ça, c'est très salvateur. Ouais, carrément.